Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un tueur en série français qui a commis des atrocités pendant la Seconde Guerre mondiale. Et franchement, cette histoire, je ne la connaissais pas et elle est incroyable. J'espère que celle-ci est encore inconnue pour vous, mais comme d'habitude, avant de commencer, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, aux abonnants juste en dessous ce n'est toujours pas fait, et également d'activer la petite cloche de notification, comme ça vous êtes prévenus à chaque nouvelle sortie de vidéo. En passant, vu les fortes chaleurs, n'oubliez pas de vous hydrater. Non, je ne suis pas du tout sponsorisé par Epar. Et sans tarder, c'est parti pour l'affaire de Marcel Petiot. Marcel André Henri Félix Petiot est né le 17 janvier 1897 à Auxerre de Félix Petiot et Marthe Bourdon, deux employés de la Poste. Auxerre, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une charmante ville historique située dans le département de l'Yonne en Bourgogne. Connue pour son patrimoine architectural remarquable, elle abrite une impressionnante cathédrale gothique, l'église Saint-Étienne et de nombreux bâtiments médiévaux. Auxerre se distingue également par ses rues, ses maisons à colombages et son cadre agréable le long de l'Yonne. C'est une destination prisée pour ses vestiges historiques et son atmosphère tranquille. Lors de l'année 1897, la population d'Auxerre était d'environ 20 000 habitants. Ce chiffre reflète la taille de la ville à la fin du 19e siècle, avant que l'urbanisation et les changements démographiques du XXe siècle n'affectent sa croissance. Dès son jeune âge, Marcel a révélé des signes évidents d'une intelligence exceptionnelle. À l'âge de 5 ans seulement, il avait acquis des compétences en lecture équivalentes à celles d'un enfant de 10 ans. C'était vraiment incroyable. Au cours de sa jeunesse, il a été décrit comme un enfant solitaire avec une très courte durée d'attention. C'est durant cette période que ses problèmes de comportement ont commencé à devenir manifestes. Les parents du petit Marcel ont souvent trouvé leur jeune fils en train d'empaler des insectes sur des aiguilles à tricoter et de coller des épingles dans les yeux de petits oiseaux, torturant les animaux à mort, apparemment pour son simple divertissement. À l'âge de 11 ans, Marcel avait commencé à transmettre du matériel pornographique autour de la classe à l'école et il a fait des propositions sexuelles à l'un de ses camarades de classe. Il a trouvé très amusant de passer des images choquantes et troublantes dans la salle de classe et il a trouvé de la joie à voir le choc et le bouleversement dans les yeux de ses petits camarades. Un jour, Marcel, toujours âgé de 11 ans, a tiré un coup de feu de revolver de son père au plafond, en plein milieu de la classe, expliquant qu'il voulait égayer une leçon terne. Un autre passe-temps de terrain de jeu de Marcel était d'inciter ses camarades de classe pour qu'ils participent à cette démonstration de lancer de couteau. Bref, comme vous voyez, des tas d'activités que finalement tous les enfants de 11 ans aiment faire. Bien sûr, c'est de l'ironie. Marcel, pendant ses fameux lancers de couteau, tenait son père contre une porte et plantait des couteaux dans le cadre de la porte autour de son camarade de classe. Étonnamment, les lancers de couteau de Marcel se sont révélés d'une précision remarquable. Jamais il n'a réellement blessé quiconque avec ses démonstrations de lancer de couteau, et heureusement, puisque ça aurait pu aller très loin dès son plus jeune âge, mais finalement, est-ce que ça n'aurait pas été mieux comme ça vu toutes les atrocités qu'il va commettre par la suite? Face à ces pitreries plus qu'inquiétantes, ses parents ont commencé à s'inquiéter, à avoir peur, craignant que ces actes ne soient pas de simples farces d'écoliers, mais plutôt le reflet de quelque chose de plus grave. Finalement, des enfants un petit peu turbulents, perturbateurs, il y en a toujours eu, peu importe l'époque. Mais là, quand même, c'était assez grave, c'était assez choquant, et il est tout à fait normal que ses parents ainsi que ses professeurs s'inquiétaient de son développement. Ses parents ont donc décidé de consulter un médecin. Et lors de la consultation, ils ont évoqué plusieurs problèmes concernant Marcel. Il était sujet à des convulsions et également au somnambulisme.
Il faisait encore pipi au lit, à 11 ans c'est quand même assez tard, et ses parents exprimaient des inquiétudes croissantes concernant son comportement. En 1912, la mort de sa mère a entraîné un bouleversement majeur dans la vie de la famille. C'est tout à fait normal. Son père a alors accepté un emploi situé à environ 24 km d'Auxerre, ce qui a conduit Marcel et son frère Maurice à aller vivre chez une tante en attendant. Toutefois, Marcel a été expulsé de l'école peu de temps après. Il est ensuite revenu vivre avec son père, mais a de nouveau été expulsé de l'école locale qui était située près du lieu de travail de son père en raison de son comportement indiscipliné. Puisque malgré les changements d'établissement, malgré la mort de sa maman, eh bien rien n'a changé dans son comportement, si ce n'est qu'il n'était encore pire qu'auparavant. D'ailleurs, ce schéma de mauvais comportement et d'expulsion n'a fait que se répéter de manière continue. Marcel a continué de grandir et est devenu un adolescent de plus en plus problématique et surtout de plus en plus agressif. À l'âge de 17 ans, il a même volé une boîte aux lettres, s'emparant de courriers dans l'intention apparente de faire du chantage. Accusé de vol de courrier et de dommages au bien public, Marcel a été amené devant le tribunal où il a été recommandé qu'il subisse une évaluation psychologique. Le 26 mars 1914, le psychiatre désigné par le tribunal a conclu que Marcel était un jeune anormal souffrant de problèmes personnels et héréditaires, limitant considérablement sa responsabilité pour ses actes. Par conséquent, les accusations portées contre lui ont été abandonnées, le juge ayant jugé Marcel mentalement inapte à être jugé. Après avoir été expulsé d'au moins 2 autres écoles en France, principalement en raison de son comportement de kleptomane, il est devenu évident que cette tendance au vol, liée à des difficultés de contrôler ses impulsions, avait déjà émergé durant sa jeunesse. Pour la petite précision, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, puisque ça arrive, la kleptomanie est un trouble psychiatrique et ça n'a rien à voir avec le petit vol, caractérisé par une impulsion compulsive à voler des objets, généralement sans nécessité ou intention de gain personnel. Les personnes atteintes de kleptomanie éprouvent un besoin irrésistible de dérober des objets, souvent de faible valeur, et ressentent une satisfaction ou alors un soulagement temporaire après avoir commis le vol. Ce comportement est généralement motivé par des besoins émotionnels ou psychologiques, tels que l'anxiété ou encore la dépression, plutôt que par des besoins matériels ou financiers, ce qui est donc bien différent des petits vols commis en règle générale. Troublé par les expulsions répétées de Marcel, son père l'a finalement envoyé dans une académie spéciale direction la capitale à Paris. Grâce à ce nouvel environnement, Marcel a réussi à obtenir son diplôme en 1915. Et oui, j'imagine que bon nombre sont étonnés, puisque moi-même je l'ai été, je ne m'attendais pas du tout à ce que Marcel finisse par décrocher un diplôme après avoir été expulsé de 4 établissements scolaires en France et ne voulant visiblement pas rentrer dans le droit chemin. À partir de là, comme c'était le cas pour de nombreux jeunes hommes dans notre pays à l'époque, il a décidé de s'enrôler dans l'armée française. À peine âgé de 18 ans, il a été déployé sur le front de la Première Guerre mondiale en janvier 1916. Au cours de la deuxième bataille de l'Aisne, Marcel a été exposé à des gaz toxiques et a été blessé par des éclats de grenades. Pour le petit point historique, la deuxième bataille de l'Aisne, qui s'est déroulée du 16 au 19 juillet 1918, est un affrontement majeur de la Première Guerre mondiale sur le front occidental. Elle a eu lieu autour de la rivière de l'Aisne en France. Cette bataille faisait partie des offensives alliées pour contrer l'avancée allemande et est souvent considérée comme une étape cruciale dans la série de contre-offensives alliées qui ont conduit à la fin de la guerre. Cet événement a marqué le début d'une dépression mentale sévère chez Marcel. Il a été transféré dans divers établissements de repos et de soins de santé mentale après tout ça. Dans ces lieux, il a été surpris en train de voler des couvertures militaires, de la morphine, des portefeuilles, des photographies et des lettres personnelles appartenant à d'autres patients. Marcel a alors été emprisonné dans la ville de Orléans, puis transféré à l'unité psychiatrique militaire de Fleury-les-Aubrais pour observation. Pendant son séjour à l'hôpital, il a observé les autres patients, apprenant à imiter leur comportement pour paraître en détresse. Une technique connue sous le nom de pseudo-mentalisation qui est d'ailleurs très courante chez les psychopathes. La pseudo-mentalisation est un concept utilisé en psychologie et en psychiatrie,
notamment dans le cadre des théories sur les troubles de la personnalité et les relations interpersonnelles. Il se réfère à la capacité apparente d'une personne à parler ou à réfléchir sur les états mentaux, comme les pensées, les sentiments et les attentions, et ce de manière superficielle ou incorrecte, tout du moins sans une véritable compréhension ou une intégration profonde de ces concepts. Un médecin de l'hôpital a donc diagnostiqué chez Marcel un déséquilibre mental, une neurasthénie, une dépression sévère, une mélancolie, une obsession ainsi que des phobies. Ça commence à faire beaucoup. Il a été jugé non responsable légalement pour les nombreux vols qu'il a commis durant son séjour, mais malgré ce diagnostic, il a été renvoyé sur le front en janvier 1918. Ce qui est assez incompréhensible. 3 semaines plus tard, il a subi une nouvelle dépression nerveuse, tout le monde s'en serait douté, et aurait tiré une balle dans son propre pied avec son pistolet, mais il a été affecté dans un nouveau régiment malgré tous ces événements. Après s'être plaint de maux de tête invalidants, il a été de nouveau hospitalisé. Et après une année de traitement psychiatrique et de crise d'épilepsie, laissant des cicatrices sur sa langue, l'armée française a accordé à Marcel une pension d'invalidité de 40% et recommandé son internement psychiatrique. En 1920, sa pension a été augmentée à 100% et il a été fortement suggéré qu'il passe le reste de ses jours à l'hôpital. Cependant, à ce stade, Marcel avait déjà beaucoup expérimenté le système hospitalier, notamment en tant que patient, et détestait l'autorité ainsi que les contraintes imposées. Désireux de changer son destin et de goûter au pouvoir, il a choisi de se tourner vers une carrière qui lui permettrait de manipuler ce même système. Marcel a décidé de devenir médecin. Oui, médecin. Après la Première Guerre mondiale, la France, désireuse de compenser la perte d'une grande partie de sa population, a mis en place un programme d'éducation accéléré pour les anciens combattants, dont Marcel a profité pleinement. Il a ainsi complété ses études de médecine en seulement 8 mois à l'Université de Paris, suivi d'un stage de 2 ans dans un hôpital psychiatrique à Évreux. Oui, il est devenu médecin avec 8 mois d'études supérieures et seulement un stage de 2 ans dans un hôpital psychiatrique. Est-ce que ça va pour vous? Il me semble qu'en France, c'est tout de même 9 ans d'études minimum pour simplement être médecin généraliste et que les spécialisations, généralement, c'est 2, 3, voire 4 ans en plus de ces 9 ans d'études. Bon, si je me trompe pas, évidemment, mais ça me paraît quand même énorme, enfin, du moins très peu, c'est 8 mois d'études finalement, enfin, presque 3 ans, pardon. Quoi qu'il en soit, c'est beaucoup trop peu pour pouvoir se déclarer médecin. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé et le 15 novembre 1921, le docteur Marcel Petiot a reçu son diplôme médical officiel, le déclarant médecin à part entière. Ce diplôme a cependant été remis en question par plusieurs professionnels, heureusement, étant donné la formation ultra courte qu'il a eue. Même selon les normes des années 1900, le parcours de Marcel pour devenir médecin agréé a semblé bien trop accéléré pour le préparer adéquatement à une pratique en solo compétente. Quoi qu'il en soit, Marcel a obtenu son diplôme et sa licence pour exercer à Villeneuve-sur-Yonne, un village historique de 4000 habitants. Il a agressivement promu sa pratique médicale, se comparant aux 2 autres médecins de la ville qu'il jugeait trop vieux pour la médecine moderne. Dans son dépliant, on pouvait lire ceci. Le docteur Petiot est jeune, et seul un jeune médecin peut se tenir au courant des dernières méthodes nées du progrès, qui marchent à pas de géant. C'est pourquoi les patients intelligents ont confiance en lui. Le docteur Petiot traite, mais n'exploite pas ses patients. Ce plan de promotion a malheureusement porté ses fruits, et en l'espace de quelques années seulement, Marcel est devenu un membre respecté de la communauté avec une clientèle dévouée qui appréciait le jeune médecin. Toutefois, le changement de titre n'a pas altéré les problèmes du comportement du docteur Petiot. Il était connu pour subtiliser fréquemment des objets appartenant à ses patients lors de visites à domicile. Son frère Maurice fouillait même ses poches avant qu'il ne quitte la maison visitée pour éviter tout vol. Ce penchant pour le vol était en quelque sorte un secret bien gardé à Villeneuve-sur-Yonne. Mais la population appréciait tellement ce jeune médecin que ces écarts étaient souvent ignorés. En outre,
Marcel a commencé à inscrire ses patients à leur insu à un programme médical assisté par le gouvernement, ce qui lui permettait de percevoir des paiements doubles, une fois du patient et une fois du gouvernement. Marcel ne voyait aucun problème dans son comportement, mais les autres médecins et pharmaciens locaux étaient d'un avis bien différent. Ils considéraient ces méthodes d'autopromotion comme inappropriées pour un médecin et estimaient qu'il exploitait effectivement ses patients, bien loin de ce qu'il disait dans son fameux dépliant. Les pharmaciens étaient également préoccupés par la quantité excessive de médicaments que Marcel prescrivait à forte dose. Marcel a riposté, arguant que les pharmaciens n'avaient pas le droit de remettre en question un médecin et accusant les compagnies pharmaceutiques de diluer leurs médicaments. Un exemple notable de cette controverse est survenu lorsqu'un pharmacien local a refusé de remplir une ordonnance pour un enfant, prescription qui aurait été mortelle pour un adulte, alors imaginez pour un enfant. Marcel a cyniquement remarqué qu'il aurait sans doute été préférable pour la mère que l'enfant meure, car il ne faisait que importuner sa mère. Ah bah c'est sympa, tiens. C'est un médecin comme on les aime finalement. Malgré ces controverses, la popularité de Marcel parmi les habitants de Villeneuve-sur-Yonne est restée élevée. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incompréhensible. Il était connu pour soigner les pauvres gratuitement, ouvrir sa pratique la nuit et les week-ends, et même pratiquer des avortements, alors illégaux en France. Alors bon, ça peut se comprendre que certains l'aimaient bien. Il était là quoi qu'il arrive, si t'étais pauvre, il voulait bien le soigner, et en plus de ça, il pratiquait des avortements, ce qui a sûrement pu sauver plusieurs femmes à l'époque. Même si qui dit avortements illégaux, on peut se douter un peu des méthodes qui étaient utilisées. Je me demande même s'il n'y en a pas qui sont mortes de ses mains. Quoi qu'il en soit, ça peut se comprendre que certaines personnes aimaient bien ce médecin. Mais tout de même, lorsque tu vois qu'il est capable de sortir des phrases aussi horribles que « si l'enfant meurt, c'est pas bien grave parce que de toute façon, il importunait sa mère », qu'il faisait des ordonnances qui étaient vraiment mauvaises et qu'il avait des pratiques vraiment pas top, je me demande comment son travail a pu perdurer dans le temps. Quoi qu'il en soit, eh bien, malgré toutes les erreurs qu'il pouvait faire, sans oublier les vols, sa nature charmante et son dévouement apparent pour ses patients ont fait de lui une figure notable en ville. Bien qu'il ait été expulsé de son logement par son propriétaire pour vol et souvent surpris en flagrant délit de vol, Marcel a réussi à éviter les conséquences légales en se déclarant fou certifié et donc non responsable de ses actes. Ah bah oui, forcément, la vie est tellement plus simple lorsqu'on est jugé non responsable de nos actes. Il était censé être évalué par le fonds de pension militaire, mais a affirmé qu'il préférait ne plus recevoir de chèques plutôt que de subir à nouveau le processus démoralisant d'évaluation. Cependant, les chèques ont continué d'arriver. La belle aubaine. Finalement, en 1924, une nouvelle évaluation a eu lieu, réduisant sa pension d'invalidité à 50%. En 1924, le docteur Marcel Petiot a rencontré Louise Delaveau, une jeune femme de 24 ans qui était la fille d'un de ses patients âgés. Louisette a immédiatement attiré l'attention de Marcel, mais leur relation posait problème à ses yeux. En effet, Louisette était femme de ménage et Marcel trouvait inapproprié pour un médecin de renom de maintenir une maîtresse dans une telle position. Pour contourner ce problème, le couple a feint que Louisette travaillait pour Marcel. Elle a emménagé dans sa maison. Malgré tout, leur relation, pourtant publique, est rapidement devenue amère. En mai 1926, Louisette a révélé à ses amis qu'elle était enceinte et qu'elle recherchait un avortement en raison de l'infidélité de Marcel. Le lendemain de cette confession, Louisette a disparu sans jamais laisser de traces et n'a plus jamais été vue par quiconque. Marcel a expliqué aux autres que le couple avait eu une violente dispute, ce qui avait poussé Louisette à partir en laissant derrière elle toutes ses affaires, sans même dire adieu à personne et encore moins aux membres de sa famille. C'est tout de même assez étrange. Peu de temps après la disparition de Louisette, des villageois ont vu Marcel charger un grand coffre dans le coffre de sa voiture. Quelques jours plus tard, des citoyens situés à plus de 150 km ont découvert un coffre suspect lors de leur pêche. Et leur coffre, vous vous en doutez, contenait le corps démembré, dépecé et décapité d'une femme dans la vingtaine. Bien que certains habitants aient suspecté Marcel d'être impliqué dans cette découverte macabre, le corps étant gravement mutilé, a rendu difficile toute identification formelle.
L'affaire est vite devenue froide et la police, convaincue par l'explication de Marcel, a supposé qu'il s'agissait simplement d'une fugue concernant Louisette. Satisfait d'avoir échappé à la justice et flatté par l'influence qu'il semblait exercer dans la ville, Marcel a décidé de viser encore plus haut. En 1926, il a annoncé sa candidature au poste de maire de Villeneuve-sur-Yonne. Son discours de campagne a commencé par « Je dois avouer que je suis coupable d'un crime très grave. Je suis accusé d'aimer trop les gens. » De plus, il a engagé un complice pour couper l'électricité de l'auditorium juste au moment où son adversaire devait prendre la parole. Cette coupure d'électricité a plongé toute la ville dans le noir et provoqué plusieurs incendies. Mais, figurez-vous que ça a fonctionné. En juillet 1926, Marcel, qui était médecin, a remporté l'élection municipale avec une victoire écrasante. J'ai l'impression qu'on est en train de marcher sur la tête, c'est vraiment incompréhensible. Comme prévu, Marcel a commencé à détourner des fonds de la ville depuis le bureau du greffier pour ses besoins personnels. Sa position de pouvoir n'a pas freiné sa kleptomanie. On l'a vu dérober la caisse d'un groupe qu'il n'appréciait pas, ainsi qu'une croix de pierre et de l'argent du trésor. Il a même sauté d'un train en mouvement lorsqu'il ne s'est pas arrêté à sa gare préférée, une excentricité qui était perçue comme attachante par les villageois. Ils ont fermé les yeux sur ses petits vols et la corruption dans son bureau car il a contribué à des projets importants pour la ville, comme un nouveau système d'égout ainsi qu'une nouvelle école. En 1927, Marcel a rencontré Georgette Lablais, une jeune femme de 23 ans, propriétaire foncier influent de la région de Lyon. Ils se sont rapidement mariés et ont eu un fils, Gérard, né en avril 1928. 8 mois plus tard, Marcel a été accusé d'avoir volé des canettes d'huile au dépôt des chemins de fer. Et bien qu'il ait payé les canettes, il avait frauduleusement affirmé ne jamais avoir reçu l'envoi et avait réclamé un remboursement. Il a été condamné à une amende de 200 francs, à 3 mois de prison et une suspension temporaire de ses fonctions de maire pendant 4 mois, avant que la condamnation ne soit finalement annulée en appel. La vie de Marcel est complètement lunaire. Et pendant cette période troublée, une tragédie a frappé le village. Le soir du 11 mars 1930, Armand de Boer, un propriétaire local d'une coopérative laitière, est rentré chez lui pour découvrir que son bâtiment était entièrement englouti par les flammes. Craignant pour sa femme, Henriette, il est entré dans la maison en feu et a trouvé son corps sur le sol de la cuisine, battu et ensanglanté, tandis que l'incendie faisait rage autour d'elle. Alors que les pompiers luttaient contre les flammes, le docteur Petiot et sa femme sont passés devant le lieu du drame. Au grand désarroi de tous, le médecin du village, le docteur Petiot, n'a pas du tout interrompu ses activités pour aider lors de la crise médicale, ni même pour offrir ses condoléances à Armand de Boer. Au lieu de ça, il a continué sa soirée comme si de rien n'était, profitant d'une sortie au cinéma avec sa femme, comme si rien de tragique n'était en train de se produire. Les enquêteurs ont rapidement établi que le crime devait avoir été commis par quelqu'un qui connaissait bien la famille de Boer. L'incendie a eu lieu à un moment critique, juste après que Armand soit parti pour distribuer les paiements mensuels aux fermes laitières. Et le vol de 20 000 francs a renforcé la théorie selon laquelle le crime était un cambriolage qui avait mal tourné. La femme d'Armand, Henriette, aurait surpris le voleur en train de dérober l'argent, ce qui aurait conduit à son meurtre brutal. Lorsque tous ces détails ont été révélés au public, les villageois ont peu à peu commencé à soupçonner le docteur Petiot, le maire local pourtant bien aimé. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre, et certains ont même affirmé que Marcel avait été vu près de la maison la nuit de l'incendie. Pour détourner l'attention, Marcel a rédigé un article anonyme décrivant le meurtre avec une précision troublante qui impressionnait les enquêteurs tout en semant le doute dans leurs esprits. La situation est devenue encore plus suspecte lorsque Marcel a été le seul à refuser de fournir ses empreintes digitales. Un témoin clé a alors décidé de se manifester. Un propriétaire de bistrot local qui avait entendu parler de la liaison entre Marcel et Henriette de Boer a révélé qu'il avait vu ce dernier près de la maison la nuit du drame. Pour avoir le courage de se présenter à la police, ce témoin a pris un verre dans un établissement de la ville où il a croisé le docteur Petiot. Pendant leur conversation,
Le propriétaire du bistrot s'est plaint de douleurs rhumatimales. Marcel a alors proposé de le traiter avec un tout nouveau traitement miracle. Et comme par hasard, 3 heures plus tard, le témoin est décédé d'un anévrisme, selon, évidemment, le certificat de décès signé par Marcel. Malgré les accusations et les controverses croissantes, Marcel a brièvement conservé son poste de maire et de médecin. Cependant, les accusations de vol et d'irrégularité financière se sont multipliées. Finalement, en août 1931, il a annoncé sa démission. Sa popularité était telle que tout le conseil municipal a démissionné en solidarité avec lui. Et 5 semaines plus tard, il a été élu comme l'un des 34 conseillers généraux du district de Lyon. Ce mandat, toutefois, a été marqué par des turbulences continues. En 1932, Marcel a été accusé d'avoir volé de l'électricité dans son village. Le juge a qualifié sa défense de pure fantaisie et l'a condamné à 15 jours de prison. Indigné par ce traitement et confronté à des accusations de fraude, de vol, de corruption et de meurtre, Marcel a décidé de déménager toute sa famille à Paris pour un tout nouveau départ en janvier 1933. À Paris, Marcel a entrepris une campagne promotionnelle effervescente pour sa pratique médicale. Il a utilisé une série de fausses références pour attirer des clients et a distribué des dépliants dans les pharmacies, les boîtes de nuit, les bars et les maisons closes. Il espérait par là, évidemment, obtenir le même niveau de confiance de ses clients qu'il avait obtenu à Villeneuve-sur-Yonne. Les dépliants de Marcel affirmaient qu'il pouvait guérir presque toutes les maladies, y compris, écoutez-moi bien, le diabète, le cancer et la gonorrhée. Au 66 rue de Caumartin, dans le 9e arrondissement de Paris, la plaque de bronze de Marcel était recouverte d'une telle profusion de références que les médecins voisins ont contacté l'association médicale pour exprimer toutes leurs préoccupations. Et franchement, il y avait de quoi. À partir de là, on peut se dire que quelqu'un avait fait quelque chose pour l'empêcher de toutes ces pratiques qui sortaient de je ne sais où et qui pouvaient mettre plein de personnes en danger. Mais malgré ces plaintes, Marcel a réussi à construire une nouvelle fois une clientèle fidèle, de la même manière qu'il l'avait fait à Villeneuve-sur-Yonne. En 1944, plus de 2000 patients du docteur Petiot ont été interrogés, et aucun d'eux n'a eu à se plaindre de lui. Malgré tout, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Marcel pratiquait des avortements illégaux et prescrivait des narcotiques en quantité excessive pour encourager la dépendance de ses patients. En 1934, une femme de 30 ans, Raymonde Hans, est venue consulter Marcel pour un abcès dentaire. Marcel l'a conduite chez elle alors qu'elle était encore inconsciente à cause de l'anesthésie. Malheureusement, cette dernière est décédée plusieurs heures plus tard dans sa maison. Consternée par cette négligence flagrante, sa mère, Anna Coqui, a exigé une autopsie du corps. Les résultats, sans surprise, ont révélé des quantités massives de morphine dans le sang de Raymonde, mettant en lumière la sombre réalité de la pratique du docteur Petiot. Bien que le coroner ait décidé de reporter l'inhumation de Raymonde Hans en attendant une enquête approfondie, la renommée du docteur Petiot et son aura de respectabilité ont conduit les autorités à clore l'affaire sans même déposer d'accusation contre lui. Visiblement, à part les autres médecins et pharmaciens, personne ne voulait se rendre compte de la personne qu'était ce fameux docteur Marcel Petiot. Cet homme était une arnaque à lui tout seul. En dépit des preuves troublantes qui auraient dû susciter une enquête plus rigoureuse, la popularité du docteur Petiot a joué en sa faveur, et l'affaire a été enterrée sous un tapis de scepticisme et de déférence. En 1942, Anna Coqui, la mère de Raymonde, a tenté de rouvrir le dossier en présentant de nouvelles preuves, mais ses efforts ont une nouvelle fois été rejetés, laissant les questions en suspens et le docteur Petiot libre de continuer ses activités. En 1936, Marcel a été nommé médecin d'état civil pour le 9e arrondissement de Paris. Bien que ce poste représentait une autorité relativement modeste, il permettait tout de même à Marcel de signer officiellement des certificats de décès. Comme on pouvait s'y attendre de sa part, Marcel a rapidement trouvé des moyens de tirer profit de cette position. Il a abusé de son pouvoir pour manipuler les documents officiels à ses propres fins, exploitant son autorité nouvellement acquise pour son propre bénéfice.
En avril 1936, Marcel a été pris en flagrant délit en train de voler un livre. Et plutôt que de se conformer aux procédures habituelles et de retourner l'objet volé, Marcel a réagi avec une violence surprenante. Il a agressé l'employé du magasin, l'a menacé de mort et a même attaqué un policier qui était intervenu. Poursuivi par la police, Marcel a réussi à s'enfuir à pied. La vie de cet homme est vraiment lunaire. Il s'est rendu 2 jours plus tard de lui-même en présentant ses dossiers militaires comme preuve qu'il ne pouvait pas être responsable d'un tel comportement. Face à ces accusations, la défense de Marcel a été basée sur son état de folie présumé et les charges ont une nouvelle fois été abandonnées. Sa femme, Georgette, a alors organisé une admission de Marcel dans un sanatorium privé en août 1936 pour qu'il puisse se reposer et se remettre de cette crise dite passagère. À peine avait-il franchi les portes de l'établissement qu'il est tombé à genoux, suppliant le personnel de le libérer en affirmant que sa folie était subitement passée, comme un claquement de doigts. Marcel a expliqué que son comportement irrationnel était dû à une aberration momentanée causée par une concentration excessive sur une invention qu'il développait, une machine d'aspiration censée soulager la constipation. Ok, après tout, pourquoi pas. Le docteur Roch de Fursac, psychiatre de renom, a décrit Marcel comme étant chroniquement déséquilibré, le qualifiant de menteur moralement sans scrupules et émotionnellement instable. Et là, on peut se dire encore une fois que suite à ça, il n'allait jamais sortir de cet hôpital, qu'il allait perdre même son titre de médecin. Mais malgré ce diagnostic sévère, il faut dire ce qui est, le docteur Roch de Fursac a recommandé la libération de Marcel en septembre 1936. Cette recommandation a été suivie, mais le tribunal a décidé de retarder la libération de Marcel en ordonnant des évaluations par 3 autres psychiatres désignés par le tribunal. Bien que ces psychiatres aient exprimé de forts doutes quant à la bonne foi de Marcel à tout moment au cours de cette affaire, il n'y avait pas de fondement juridique suffisant pour le retenir plus longtemps. En conséquence, Marcel a été libéré en février 1937. Après sa libération, bien qu'il ait continué de commettre des fraudes fiscales, Marcel a tenté de donner une image un peu plus respectable de lui-même. Entre 1937 et 1940, il a déclaré moins de 10% de ses revenus réels, ce qui a conduit à des accusations de fraude fiscale, encore une fois. En dehors de ces irrégularités financières, Marcel a réussi à maintenir une certaine façade de conformité jusqu'à ce que le monde change radicalement avec l'invasion allemande de la Pologne en septembre 1939, marquant alors le début de la Seconde Guerre mondiale. Peu de temps après le début de la Seconde Guerre mondiale, la France s'est trouvée vaincue par l'Allemagne nazie. En juin 1940, Paris a été déclarée ville ouverte et a rapidement été occupée par les troupes allemandes. Un gouvernement collaborationniste dirigé par le maréchal Pétain a été établi dans la ville de Vichy, dans le sud de la France, tandis que le nord du pays était directement sous occupation allemande. Le 22 juin 1940, environ 42 000 soldats français se sont rendus aux nazis, marquant une capitulation significative. Au début, environ 10 millions de personnes ont fui le nord de la France dans un exode massif vers le sud, où le régime de Vichy avait été établi. Cependant, au fur et à mesure que l'occupation allemande se prolongeait, un nombre croissant de Français patriotes se sont levés pour former la résistance. Les organisations de la résistance devaient opérer dans la clandestinité, en raison des répressions sévères contre toute personne suspectée de soutenir la lutte contre les nazis. Les réseaux d'évasion se sont alors développés pour aider ceux qui étaient recherchés par les Allemands ou par le gouvernement de Vichy à fuir le pays. Le docteur Marcel Petiot a vu une opportunité d'affaires dans ce climat de désespoir, comme d'habitude. Il s'est engagé dans un commerce douteux en fournissant de faux certificats d'invalidité médicale à des Français qui étaient recrutés pour le travail forcé en Allemagne. En outre, il offrait des services pour traiter les travailleurs malades et blessés à leur retour. Marcel a également recueilli des informations sur les nazis auprès de ceux qui avaient eu des contacts directs avec eux. En parallèle, ce dernier s'est vanté de posséder des armes secrètes
capable de neutraliser les nazis sans laisser de preuves médico-légales, et a prétendu avoir installé des pièges secrets dans tout Paris. Ben voyons, ces revendications spectaculaires n'ont jamais été corroborées et demeuraient un aspect de son personnage flamboyant. À partir de 1940, Marcel a orchestré une opération principale sous le nom de code Dr Eugène et a nommé son réseau d'évasion Flytox. Lors d'une visite chez un coiffeur nommé Raoul Fourier, Marcel a présenté un plan séduisant. Pour la modique somme de 25 000 francs, il pouvait organiser un passage en Argentine via le Portugal pour ceux qui cherchaient à éviter la capture. Marcel a expliqué que son réseau s'appelait Flytox et que son nom de code devait être Dr Eugène. Si Fourier avait prêté attention aux produits sur le comptoir, il aurait remarqué que le nom de l'insecticide Flytox et la marque de soins capillaires Eugène étaient en vue. Des indices que Marcel avait probablement utilisés pour inventer cette fameuse couverture. Fourier, séduit par le plan, a accepté de transmettre les noms de clients potentiels à Marcel en échange d'une réduction sur le montant requis. Le docteur a alors conseillé à ses patients potentiels de rassembler tous leurs objets de valeur, leur argent, leurs bijoux, pour avoir de quoi démarrer en Argentine. Il leur a aussi ordonné de retirer toutes les étiquettes de leurs vêtements, de ne dire à personne où ils allaient et surtout de voyager léger. En d'autres termes, Marcel avait tout planifié pour s'assurer que ses victimes se préparaient parfaitement pour lui, sans se douter qu'il se rendait dans une chambre de la mort. En mai 1941, Marcel a acquis la maison tristement célèbre au 21 rue Le Sueur et a déclaré aux ouvriers de construction que c'était une clinique ainsi qu'un établissement psychiatrique. En réalité, c'était surtout un lieu de massacre. Marcel a construit de hauts murs autour de la propriété, non pour protéger la confidentialité de ses patients, mais plutôt pour dissimuler ses activités criminelles. À l'intérieur de la maison, Marcel disait à ses victimes que les autorités argentines exigeaient des vaccinations contre les maladies pour tous les entrants, et qu'il pouvait fournir ces vaccins dans son bureau à l'arrière de la maison. Une fois que la porte d'entrée était fermée derrière ses victimes, elles étaient condamnées. Les vaccinations, entre grosses guillemets, administrées par Marcel, étaient en fait du cyanure, un poison extrêmement puissant qui empêche les cellules du corps d'utiliser l'oxygène, provoquant une défaillance des organes vitaux et une mort rapide. La méthode de Marcel, utilisant du cyanure, rappelait la manière dont les nazis éliminaient les populations juives en Europe. Contrairement à ce que l'on pouvait croire, Marcel ne trouvait aucun plaisir sadique dans ses actes. Au contraire, ses meurtres étaient froidement calculés et méthodiques. Tout dans son système était minutieusement planifié pour minimiser les traces et faciliter l'efficacité de son entreprise meurtrière. Il a tué non pas par plaisir, mais comme un moyen d'atteindre un but précis, celui du gain financier. Aucune des victimes de Marcel ne revenait jamais de sa maison. Pour elle, la rencontre avec le docteur Petiot était synonyme de disparition, comme elle fuyait déjà la loi et le danger. Ainsi, en s'attaquant aux personnes les plus vulnérables, Marcel a pu poursuivre ses activités criminelles en toute impunité. Les parents des victimes juives disparues se trouvaient dans une situation désespérée pendant la Seconde Guerre mondiale, particulièrement dans un contexte où la France était sous l'occupation allemande et le gouvernement de Vichy collaborait activement avec les nazis. La persécution des juifs français s'intensifiait et toute demande d'aide auprès des autorités était bien souvent futile. La mise en œuvre de la solution finale d'Hitler visait à l'extermination totale des juifs d'Europe et les autorités françaises ont joué un rôle complice dans toute cette horreur. Le 16 juillet 1942, plus de 13 000 juifs français ont été arrêtés en une seule journée, arrachés à leurs familles et envoyés dans des camps de concentration. Cette opération, connue sous le nom de rafle du Veldiv, est l'un des nombreux exemples de la brutalité du régime de Vichy dans sa collaboration avec les nazis. Dans ce climat de terreur, le docteur Marcel Petiot a su tirer parti de la détresse des personnes fuyant toutes ces persécutions. Ses premiers clients connus étaient des proxénètes parisiens,
Joseph Réaucreux et Adrienne Estébéteki. Ces individus étaient recherchés par la Gestapo et la police française, ayant usurpé l'identité d'agents de la Gestapo lors d'un vol à main armée. Joseph et sa maîtresse Claudia Chamou, ainsi que le proxénète François Albertini et la prostituée Annette Bassette, ont disparu après avoir consulté Marcel au 21 rue La Sueur en septembre 1942. Plus tard, en mars 1943, Adrienne et sa petite amie Gisèle Rosny ont également disparu après avoir contacté Marcel. Parmi les autres victimes confirmées se trouvait la famille Kneller, 3 juifs allemands dont les corps ont été retrouvés dans la Seine. La famille Wolf, composée de 3 personnes et leurs 6 amis, ont également disparu après avoir frappé à la porte du 21 rue Le Sueur. Un autre proxénète, Joseph Piericci, ainsi que sa petite amie Joséphine Aimée Grippet, ont également été enlevés et leurs corps retrouvés dans la Seine. En 1942 et en 1943, une série de découvertes macabres dans la Seine a révélé une quantité inquiétante de corps démembrés. 9 têtes, 4 cuisses et diverses autres parties de corps mutilés ont été extraites de la rivière. Les autorités françaises et allemandes ont été déconcertées par ces découvertes, car les corps étaient dans un état avancé de décomposition. En partie, cela était dû à leur immersion prolongée dans l'eau, mais aussi à la méthode de décomposition utilisée par Marcel. L'homme utilisait de la chaux-vive ou oxyde de calcium pour accélérer la décomposition de ses cadavres. La chaux-vive est connue pour ses propriétés désinfectantes et pour masquer les odeurs des cadavres. Lorsqu'elle entre en contact avec l'humidité, elle réagit en produisant de l'hydroxyde de calcium, ce qui génère une chaleur importante. Cette chaleur, évidemment, tue les bactéries, mais réduit également l'odeur de putréfaction tout en desséchant le corps. Le résultat est donc un cadavre momifié, plus fragile et plus facile à manipuler ainsi qu'à éliminer. Les médecins légistes ont remarqué des mutilations caractéristiques sur les corps retrouvés. Chaque tête avait un cuir chevelu rasé, les sourcils étaient enlevés et les mains avaient été dépouillées de leurs bouts de doigts, brûlées avec de l'acide ou alors limées. Les cuisses présentaient de petites marques d'incision, typiques des pratiques chirurgicales de l'époque, indiquant une connaissance approfondie des techniques médicales. Ces indices ont suggéré que le meurtrier était un professionnel de la médecine, ce qui a conduit les enquêteurs à suspecter un médecin. En avril 1943, la Gestapo a découvert le fameux réseau Flytox de Marcel. Les officiers ont en effet entendu plusieurs rumeurs sur une certaine organisation qui facilitait les traversées clandestines de la frontière espagnole avec de faux passeports argentins. Ils croyaient que les victimes embarquaient sur des navires neutres au départ du Portugal, sans savoir qu'elles n'avaient en réalité jamais quitté le 16e arrondissement de Paris. Un juif français nommé Ivan Dreyfus a été contraint par la Gestapo de s'infiltrer dans le réseau Flytox. Il a disparu après avoir pris contact avec Marcel. Charles Beretta, un autre informateur, a donné des noms en Asie, ce qui a conduit à l'arrestation de Raoul Fourier, Edmond Pintard et René Gustave Nézondet. Les 3 hommes ont été torturés par la Gestapo et ont révélé des informations cruciales sur notre cher Marcel Petiot. Malgré des fouilles minutieuses de la maison de Marcel et l'interrogatoire de sa femme, les nazis n'ont jamais découvert l'horreur de ce qui se cachait derrière les murs de la rue Le Sueur. Marcel a été emprisonné et soumis à une torture brutale pendant 8 mois malgré tout. Les méthodes de torture comprenaient l'arrachage de dents, des coups répétés et l'écrasement de sa tête entre des plaques de fer. Malgré la douleur, figurez-vous que Marcel avait la tête dure, c'est le cas de le dire, puisque ce dernier est resté impassible et continuait à ridiculiser ses tortionnaires. Les autres détenus de la résistance l'ont décrit comme extrêmement courageux, sans savoir qu'il s'agissait en réalité d'un psychopathe, un type de personnalité qui ne réagit pas aux méthodes de torture de la même manière que les autres. En janvier 1944, Marcel et les 2 informateurs ont été libérés. Plutôt que de fuir ou même de se cacher, Marcel est immédiatement retourné au 21 rue Le Sueur. Il a demandé à son frère Maurice de lui livrer 700 kg de chaux vive et a commencé à brûler les corps dans le four. Étonnamment,
Au lieu de rester pour achever le travail, Marcel a quitté la propriété alors que la chair était encore en train de brûler. Les psychologues suggèrent que ce comportement pourrait être dû simplement à l'ennui. Marcel avait accompli les parties du travail qu'il trouvait gratifiantes, mais avait perdu tout intérêt pour le reste. Les corps brûlés et la chaux vive ont laissé peu de traces de l'horreur qui s'était déroulée derrière les murs de la maison de Marcel. Les enquêteurs, quant à eux, ont été confrontés à une scène d'une ampleur de dévastation difficile à comprendre, rendant encore plus difficile la tâche de révéler l'ampleur des crimes abominables qui ont été commis par Marcel pendant toutes ces années. Le 6 mars 1944, une épaisse fumée noire a commencé à s'échapper de la cheminée de la maison de Marcel. Cette fumée inquiétante avait provoqué une grande anxiété parmi les voisins, notamment à cause de l'odeur âcre qui ressemblait à celle du caoutchouc en train de brûler. Après 5 jours, la fumée était devenue plus dense que jamais, poussant les voisins à contacter la police pour exprimer leur inquiétude. 2 policiers sont alors arrivés à vélo et ont rencontré le voisin qui avait signalé ce fameux problème. Celui-ci leur a indiqué que la maison appartenait au docteur Marcel Petiot. Et malgré leurs efforts pour obtenir une réponse en sonnant et en frappant à la porte pendant plusieurs minutes, les policiers ont découvert une note accrochée à la porte de Marcel. Elle indiquait « Absence pendant 1 mois. Transférez le courrier au 18 rue des Lombards à Auxerre ». Les voisins avaient observé une série d'étranges visiteurs dans cette maison vide au cours des 6 derniers mois, y compris un homme avec une charrette à cheval. Ils avaient également noté qu'il y a quelques mois, 2 camions avaient récupéré 47 valises et livré respectivement 30 à 40 sacs, ce qui est quand même énorme. Le voisin a précisé que le docteur Petiot possédait une autre propriété à 2 km d'ici, au 66 rue Caumartin, incitant ainsi la police à se rendre à cette adresse. Lorsque Marcel a été contacté par téléphone, il a demandé si les policiers étaient entrés dans la maison, et en entendant leur réponse négative, il a dit « Ne faites rien, je serai là dans 15 minutes ». Puis l'homme a raccroché brutalement le téléphone. 30 minutes plus tard, comme Marcel ne s'était toujours pas montré et que la fumée ne cessait d'empirer, les pompiers ont été appelés sur les lieux. Ces derniers ont pénétré dans la maison par une fenêtre du 2e étage et ont progressé à travers la maison jusqu'au sous-sol. Rapidement, ils ont été forcés de rebrousser chemin par la porte d'entrée, l'un d'eux vomissant violemment à cause de l'horreur qu'ils venaient de rencontrer. Le chef des pompiers a alors déclaré à la police « Vous avez du travail devant vous ». À leur arrivée, les policiers ont d'abord découvert ce qui semblait être une salle d'examen médical. Juste à l'est de cette pièce se trouvait une toute petite pièce triangulaire, uniquement accessible depuis l'extérieur. Sur l'un des murs de cette pièce, ils ont observé de grands anneaux de fer utilisés pour fixer les gens. En face des boulons, ils ont trouvé une œil intégrée au mur, pointant directement vers les anneaux de fer. Marcel avait attaché des victimes aux anneaux et les observait mourir dans cette chambre de torture. En explorant le sous-sol, les officiers ont trouvé un poêle à charbon avec un bras humain suspendu à la porte ouverte. À côté du four se trouvait un tas de charbon mélangé à des os humains, ainsi que des morceaux indéchiffrables de corps démembrés. Alors que la police, choquée et incapable de déterminer le nombre de victimes quittaient le sous-sol, un homme est arrivé à vélo, affirmant être le frère du propriétaire. Après avoir confirmé que la police était bien française, Marcel a révélé sa véritable identité avec une certaine assurance, prétendant être un chef de la résistance et affirmant que les corps trouvés appartenaient uniquement à des Allemands ainsi qu'à des Français qui n'étaient que des traîtres, des collabos. Il a appelé à leur patriotisme, leur exposant son aversion pour l'occupation allemande ainsi que le régime nazi. La police, persuadée par ces arguments, lui a conseillé de fuir. Marcel n'a alors pas été revu pendant 7 mois. Les officiers, quant à eux, ont continué à explorer la maison, découvrant des scènes macabres remplies d'horreur. Dans le garage, la police a trouvé un tas de chaux vives mélangées à des restes humains, y compris une mâchoire et un morceau de cuir chevelu. Sur les escaliers menant de la cour au sous-sol,
Ils ont découvert un grand sac en toile contenant la moitié gauche d'un cadavre sans tête avec les organes vitaux et les pieds enlevés. Dans l'écurie, une fosse géante remplie de chaux vives et de cadavres en décomposition avait été creusée. Le coroner en chef, Albert Paul, a identifié les restes d'au moins 10 victimes, mais il a précisé que ce nombre ne reflétait pas entièrement l'ampleur du massacre. En plus des os et des parties identifiables, le docteur Paul a compté 14 kg d'eau carbonisée et 10 kg de fragments non brûlés, ainsi que 3 kg de cheveux humains, c'est vraiment énorme, ainsi que 10 cuirs chevelus entiers et 3 sacs de pièces trop petites pour être identifiés. Le docteur Paul a également remarqué de petites marques de scalpel et d'autres signes de l'implication d'un professionnel de santé, similaires à ceux trouvés sur des corps récupérés de la Seine. Pendant que le commissaire Georges-Victor Massu continuait d'examiner la maison, un télégramme est arrivé du quartier général de la police à Paris, indiquant ceci. Ordre des autorités allemandes, arrestation de Marcel, dangereux fou. Cette intervention allemande semblait confirmer l'histoire de Marcel, comme quoi il était un certain héros de la résistance. Mais Massu savait que cette version était un mensonge et que Marcel était en réalité un monstre. Toutefois, il était trop tard pour agir. Lorsqu'ils se sont rendus à sa seconde maison, au 66 rue de Caumartin, Marcel et sa femme avaient déjà disparu et le médecin n'a été capturé qu'après 7 mois de fuite. Peu de temps après, une vague de recrutement pour la résistance a déferlé à travers toute la France. Les citoyens, qui n'avaient peut-être pas manifesté une solidarité aussi marquée dans les années précédentes, ou qui avaient même trahi leurs voisins en les dénonçant aux Allemands, se sont empressés de rejoindre les rangs des résistants. La volonté de démontrer leur alignement avec la nouvelle France libérée s'est exprimée par des actions spectaculaires. Des ponts ont été détruits pour bloquer le passage des troupes allemandes, des barricades ont été dressées dans les rues, et le gouvernement de Vichy a été renversé avec rapidité et détermination. Les forces françaises de l'intérieur ont été formées pour affronter les forces allemandes restantes dans le pays. Leur mission était claire, faire pression pour obtenir la liberté totale et la libération de la France occupée. En août 1944, Marcel Petiot s'est joint à la lutte sous le pseudonyme d'Henri Valéry. Rapidement, il a été promu capitaine avec la responsabilité du contre-espionnage et de l'interrogatoire des prisonniers à Paris. C'est dingue, vraiment c'est dingue. Il a commis les pires atrocités et pourtant quand même on ne peut pas dire l'inverse. Sa vie est complètement folle. Sa montée en grade a été rapide et il s'est retrouvé en charge de plusieurs opérations cruciales au moment où Paris se préparait à être libéré. 1 mois après son arrivée dans la capitale, Paris a été libéré de l'occupation allemande. La FFI s'est alors concentrée sur la traque des collaborateurs restés dans la ville. Les autorités françaises avaient l'impression que Marcel avait réussi à fuir la capitale, mais en réalité, il restait dans la région, persuadé qu'il était toujours un pas devant ses poursuivants. Cependant, la police savait maintenant que Marcel était un tueur en série et était déterminé à l'attraper. De nombreux citoyens avaient contacté la police pour signaler que leur ami était allé voir Marcel dans l'espoir de quitter la France, mais il n'avait plus donné de nouvelles depuis. En réponse à cette menace croissante, la police a dressé toute une liste de noms qu'ils pensaient être ceux des victimes de Marcel. Cette liste s'est allongée de jour en jour, incitant les autorités à élaborer un plan d'urgence pour capturer le criminel. Le détective responsable de la chasse à l'homme a alors orchestré une manœuvre astucieuse pour faire sortir Marcel de sa cachette. Une fausse histoire a été publiée dans le journal Résistance accusant le médecin d'être un collaborateur nazi. L'article le qualifiait de soldat du Reich et prétendait qu'il avait porté un uniforme allemand pour regrouper les patriotes français en 1943. L'objectif de cette fausse information était de provoquer une réaction vive de la part du médecin, et cette tactique, elle s'est révélée efficace. En effet, Marcel a réagi avec véhémence, écrivant une lettre furieuse dans laquelle il a qualifié l'article de mensonge de choucroute sale. Cette réponse a confirmé aux autorités qui se trouvaient encore à Paris, ce qui a déclenché une mobilisation générale des forces de police. C'est à 10h15, le 31 octobre 1944, que Marcel Petiot a été reconnu lorsqu'il est entré dans une station de métro à Paris.
3 officiers militaires se sont approchés de lui sous prétexte de lui demander l'heure. Alors qu'il levait le bras pour vérifier sa montre, les officiers ont immédiatement réagi. Un des officiers lui a passé des menottes, tandis qu'un autre l'a poussé au sol pour l'empêcher de s'échapper. Lors de son arrestation, Marcel était en possession d'un pistolet, de 31 700 francs en espèces et de 50 documents d'identité différents, chacun sous 6 noms différents. Marcel a été incarcéré pendant 1 an en raison de l'énorme bouleversement qui secouait l'Europe à cette période. Dès le début de son procès, il a fait les gros titres des journaux, annonçant haut et fort qu'il allait s'amuser avec ce procès. L'affaire est devenue un spectacle médiatique où Marcel a joué un rôle actif dans sa défense. Il a soutenu avec véhémence son innocence, prétendant avoir tué des amis de la France en tant que membre de la résistance. Il a affirmé qu'il n'avait pris connaissance des corps retrouvés au 21 rue Le Sueur qu'après avoir été libéré de la garde nazie, et il a suggéré que ces corps avaient été abandonnés par son ancien réseau Flytox, désormais dissous. Les procureurs ont immédiatement rejeté ces affirmations, arguant qu'il n'y avait aucune preuve pour corroborer ces histoires. Marcel a alors été accusé de 27 chefs d'accusation de meurtre, ainsi que de pillage et d'avoir accumulé 200 millions de francs en espèces, en or et en bijoux. Le procès a débuté le 18 mars 1946 au palais de justice devant un tribunal composé de 3 juges et d'un jury composé de 7 hommes. Dans la salle d'audience étaient exposées 49 valises récupérées dans la propriété de Marcel, empilées près du jury pour illustrer la gravité de ses crimes. Les procureurs étaient assistés de 12 avocats civils, tandis que Marcel, depuis le banc des accusés, n'a cessé de se moquer d'eux et de se jouer de toutes ces procédures. Il a pris un rôle proactif dans sa défense, faisant des témoignages et plaisantant fréquemment avec les procureurs. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi les inspecteurs n'avaient pas retrouvé vivante et en bonne santé la victime qui prétendait être en Amérique du Sud, Marcel a souri et a répondu « L'Amérique du Sud est un grand endroit ». Marcel a également refusé de décrire ses armes, soutenant que cela pourrait nuire à la France, et il avait des réponses pour chaque victime qu'il prétendait ne pas être une victime réelle. Comme c'est souvent le cas avec les psychopathes, les mensonges de Marcel étaient si élaborés et pathologiques qu'il était difficile de le confondre, car il pouvait toujours déployer une nouvelle histoire pour échapper à toutes les accusations. À un moment donné, le juge Michel Lesseur a exprimé sa frustration face à l'attitude de Marcel, qui griffonnait des notes au tribunal. Marcel a répondu avec des involtures. « J'écoute, mais cela ne m'intéresse pas vraiment beaucoup. » Après le 2e jour du procès, 2 jurés ont été entendus se référer à Marcel comme un démon et un assassin épouvantable. Bien que les avocats de Marcel aient demandé l'annulation du procès en raison de ses commentaires, les 2 jurés concernés ont simplement été remplacés, et le procès a continué sans interruption. L'affaire du médecin respecté devenu tueur en série a captivé l'attention du public et explosé dans les médias, créant une onde de choc à travers toute la France. Les gens étaient stupéfaits de constater comment un homme, auparavant respecté dans son domaine, avait réussi à échapper à la capture pendant une période aussi prolongée. La brutalité avec laquelle il avait tué des innocents, cherchant à échapper à une vie désespérée en France, était inimaginable pour beaucoup. Dans la presse, ce médecin est rapidement devenu connu sous le nom de Docteur Satan, un surnom qui reflétait l'horreur collective suscitée par ses actes. Le 5e jour du procès, tous les juges et jurés se sont rendus sur les lieux de l'horreur, au 21 rue Le Sueur. Alors que les voisins et les membres de la police exprimaient leur colère et leur indignation envers Marcel, ce dernier a tenté de minimiser la situation, comme à son habitude, avec une remarque cynique. « Petit retour à la maison, n'est-ce pas ?» Son attitude nonchalante face à ces crimes choquait encore plus le public. Tout au long du procès, Marcel a maintenu son innocence avec une obstination déconcertante. Il a admis avoir tué 19 des 27 victimes identifiées à la rue Le Sueur, mais a affirmé que, puisque toutes ces victimes étaient des Allemands et des collaborateurs, cela ne posait pas de problème moral.
Il a également affirmé avoir éliminé 63 ennemis de la France entre 1940 et 1945, tout en refusant d'identifier les 44 autres victimes en déclarant « Je n'ai pas à me justifier pour des meurtres que je ne suis pas accusé de commettre ». Malgré le soutien dont Marcel bénéficiait encore parmi certains segments du public, sa déclaration de clôture par son avocat, qui le présentait comme un héros de la résistance, ayant reçu une ovation debout de la part des spectateurs présents dans la salle d'audience, les juges et le jury ne sont heureusement pas restés dupes. Une délibération de 3 heures a eu lieu, une période durant laquelle seulement 90 secondes ont été consacrées à chacune des 135 accusations criminelles portées contre lui. En fin de compte, le tribunal a déclaré Marcel coupable de tous les chefs d'accusation à l'exception de 9. Marcel Petiot a donc été condamné à mort. Alors qu'il attendait son exécution, Marcel est resté remarquablement détaché. Il a souri et a demandé « Mais quand vont-ils m'assassiner ?» Il a également rejeté l'offre de voir un prêtre avant sa mort, expliquant qu'il préférait emporter ses bagages avec lui, en référence à ses propres termes pour ses croyances ou son absence de repentir. Le 25 mai 1946, l'exécution a été brièvement retardée en raison d'un dysfonctionnement de la guillotine. Une guillotine portable a donc été livrée à la prison à 3h30 du matin, prête à être installée 1 heure plus tard. Le docteur Marcel Petiot a refusé un verre de rhum, mais a accepté une cigarette, faisant preuve de son calme habituel. Il a également décidé de rencontrer l'aumônier de la prison, non pas pour lui-même, mais pour le bien de sa femme, en disant « Je ne suis pas un homme religieux et ma conscience est propre ». Un témoin de l'exécution, le docteur Albert Paul, a observé que Marcel se déplaçait avec une aisance presque déconcertante, comme s'il se rendait simplement à un rendez-vous professionnel de routine. Marcel a signé le registre d'exécution, ses mains étaient menottées et son cou soigneusement rasé en préparation de sa future mort. Avant d'être attaché à la table de la guillotine, il s'est tourné vers les spectateurs présents et a dit « Jean, je vous demande de ne pas regarder, ce ne sera pas très joli ». La lame de la guillotine est tombée à 5h05 du matin. Selon les témoignages des personnes présentes, Marcel affichait un grand sourire sur son visage, alors que sa tête chutait et se heurtait au sol, laissant derrière lui une scène qui resterait gravée dans les mémoires comme la fin d'un chapitre sombre et troublant de l'histoire de la France. La peine de mort a été abolie dans notre pays le 9 octobre 1981. Cette loi a marqué la fin de l'application de la peine capitale en France, la remplaçant par des peines de réclusion criminelle à perpétuité. Notre pays a ainsi rejoint un nombre croissant de pays qui avaient déjà aboli la peine de mort. Le dernier homme d'ailleurs à avoir été guillotiné en France est un dénommé Hamida Djamdoubi. Il a été exécuté le 10 septembre 1977 à la prison des Baumettes à Marseille pour le meurtre de sa petite amie. Son exécution eut lieu 2 ans avant l'abolition officielle de la peine de mort en France, marquant ainsi la fin de la peine capitale dans le pays. Et c'est donc tout pour l'affaire de Marcel Petiot et j'espère que celle-ci était encore inconnue pour vous et surtout que, en ayant mis quelques chapitrages, j'ai réussi à captiver votre attention sans que vous soyez trop perdu par la vie de cet homme qui est tout de même incroyable. Hormis évidemment toutes les horreurs qu'il a commises, c'est complètement dingue tout ce qu'il a fait. Il a réussi à être médecin après seulement 8 mois de formation. Il a ensuite monté en rang dans les clans de la résistance. Bref, il a fait tellement de choses, c'est incroyable. Je n'arrive pas à comprendre comment tout le monde est tombé dans son panneau sans jamais l'arrêter auparavant. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire dans les commentaires, c'est avec plaisir que je vous lirai et je vous souhaite évidemment une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure où vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de nous soutenir en mettant un petit like si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit commentaire aux abonnés juste en dessous si ce n'est toujours pas fait et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.